Je suis Batman. Chante avec moi. I'm Groot. Rassemblement. Freeze, dégivré. Pourquoi, Gamora? Emporte-moi, toi, emporte-moi. Je suis Iron Man. Et comme tu vois, je suis un homme complet. Ce soir, Brand. Non, pas bien. Miaou. Bonjour à toutes et à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Wild Hero, le podcast super-héroïque. Dans notre épisode précédent, on a pris le temps de décortiquer le tout premier Spider-Man de Sam Raimi. Maintenant, il est grand temps d'attaquer la suite. Aujourd'hui, on s'apprête à se pencher sur Spider-Man 2, l'œuvre que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands films de super-héros. Quoi que je fasse, quelle que soit ma détermination, Spider-Man a tué mon père. Je veux voir ce type mort. ceux que j'aime finiront toujours par payer. Je dois arrêter de penser à toi. Je vais me marier. Il faut que je mène ma propre vie. Spider-Man, c'est terminé. Même si le premier est indétrônable dans mon petit cœur, cette suite est un monument incontournable pour une tonne de raisons évidentes. La mise en scène est magistrale, l'écriture du scénario est d'une profondeur rare, et par-dessus tout, on a Alfred Molina absolument parfait en Dr Octopus. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt enfilez vos costumes, parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce film est un classique absolu. Un casting de stars entre doute et évidence. Concernant le casting, c'est un retour aux sources avec l'équipe originale qui reprend du service, et ça, c'est génial. Bon, on a failli avoir une sacrée frayeur, hein. Notre Tobey Maguire a bien failli être remplacé par Jake Gyllenhaal, qui rejoindra l'univers de l'homme araignée en jouant Mysterio bien plus tard. La raison ? De gros problèmes de dos qui l'empêchaient d'assurer certaines cascades du tisseur. Heureusement, après avis médical, les docteurs ont donné le feu vert. Le risque de paralysie n'était pas là. Il fallait juste souffrir atrocement en cas de choc violent. Oui, le moindre mal, selon la médecine hollywoodienne. C'est comme ça qu'on a pu garder le Peter Parker qu'on adore, avec l'authenticité de jeu inimitable de Tobey Maguire. Mais il fallait surtout trouver l'acteur parfait pour le grand méchant, le Dr Octopus. La liste des prétendants était impressionnante. On parlait de stars comme Robert De Niro, Sam Neill, Ed Harris, David Duchovny, Liev Schreiber et même Chris Cooper. Finalement, c'est Alfred Molina qui a décroché le rôle. Sam Raimi avait été bluffé par sa performance dans le film Frida. Un choix de casting qui s'est avéré absolument merveilleux à l'écran. Le prix de l'araignée, la genèse de Spider-Man 2. Après le succès absolument monumental du premier Spider-Man en 2002, tout le monde était en mode « Il nous faut la suite, et vite !» Faut dire qu'avec un budget de 139 millions de dollars, le film avait explosé le box-office mondial, engrangeant plus de 820 millions de dollars, un carton qui a instantanément validé l'univers de Sam Raimi. Du coup, l'idée d'une nouvelle aventure du tisseur a été lancée à toute vitesse, toujours avec Raimi aux commandes d'ailleurs. Mais attention, le projet de départ était bien loin de ce qu'on a vu au cinéma. Initialement, le film s'appelait carrément The Amazing Spider-Man et voulait introduire, tenez-vous bien, 3 nouveaux antagonistes. On avait le Dr Octopus, la Chatte Noire et même le Lézard. Ça partait un peu dans tous les sens, un peu comme Spider-Man 3, mais on y reviendra dans un futur podcast. Et forcément, plusieurs scénaristes se sont relayés sur le projet. On a eu Alfred Guth, Miles Millar, puis David Koepp, scénariste du premier, mais aussi l'écrivain Michael Chabon. Ce dernier avait d'ailleurs une idée de dingue, il voulait que Doc Ock soit plus jeune, séducteur et carrément sous le charme de Mary Jane. C'est aussi lui qui voulait faire du personnage d'Otto Octavius, le créateur de l'araignée radioactive qui donne ses pouvoirs à Peter, en plus de lui proposer par la même occasion un antidote pour les faire disparaître. Des idées qui auraient donné un film totalement différent. Finalement, le grand gagnant, c'est Alvin Sargan. Le type avait déjà mis la main à la pâte sur le premier Spider-Man sans être crédité, et cette fois, c'est lui qui a décroché le job. C'est sa vision qui a parfaitement cliqué avec celle de Sam Raimi, posant les bases du film. Les deux bonhommes se sont mis à bosser ensemble sur le scénario avec une thématique centrale surpuissante. Faire le bien, ça n'a rien de facile.
C'est ça qui allait coûter énormément à Peter, la notion de responsabilité héritée de l'oncle Ben, impliquait un prix à payer, une souffrance personnelle. C'était la suite logique de la fin du premier film. Vous vous rappelez ? Peter sacrifie sa relation naissante avec MJ et il détruit malgré lui son amitié avec Harry Osborn. Spider-Man 2 allait explorer le lourd fardeau de cet héroïsme. Le fardeau du tisseur. Alors, où en étions-nous à la fin du premier film ? Peter Parker avait fait le choix le plus difficile. Il a dû renoncer à Mary Jane pour la protéger, acceptant de vivre avec le poids de son identité secrète et le sacrifice de son bonheur personnel. C'était la fin tragique et pleine de promesses d'un héros. 2 ans plus tard, la vie de Peter Parker est un véritable chaos. D'abord, il est fauché. Il n'arrive jamais à joindre les 2 bouts, ce qui, par ricochet, plonge sa tante May dans de sérieuses difficultés financières. Ensuite, c'est l'échec sur toute la ligne. Il est constamment en retard, il se fait virer de son job de livreur de pizza, ses cours à l'université sont un désastre, et bien sûr, ses photos pour le Daily Bugle sont toujours jugées merdiques par un J. Jonah Jameson enragé. Mais le pire, c'est sur le plan personnel. Il voit Mary Jane s'éloigner irrémédiablement. Devenue une actrice reconnue, elle est désormais en couple avec un astronaute célèbre, John Jameson, fils de son patron casse-couille du Daily Bugle. Peter est au bout. Le poids de son rôle de héros est tellement lourd qu'il commence à perdre ses pouvoirs. De l'autre côté du spectre, on a Harry, qui, depuis la mort de son père Norman Osborn, est rongé par la haine et la soif de vengeance. Il est convaincu que Spider-Man est le meurtrier de son père et jure de le retrouver. Il a même repris la tête d'Oscorp, mais il gère l'entreprise n'importe comment, consumé par sa rancœur. Pendant ce temps, un nouveau danger arrive, le brillant scientifique, Dr. Otto Octavius, que Peter admire d'ailleurs. Après un accident de laboratoire absolument terrible qui coûte la vie de sa femme, Octavius se retrouve fusionné avec ses 4 tentacules mécaniques et devient le terrifiant Dr. Octopus. Ce Doc Ock, plein de rage et de folie, veut réussir son expérience coûte que coûte, même s'il doit détruire New York. Et devinez qui se retrouve à financer les nouvelles expériences destructrices de ce super-vilain ? Harry Osborn. Voyant en Doc Ock l'outil parfait, il lui promet les ressources d'Oscorp si, en échange, Octopus lui livre Spider-Man vivant. Le film, c'est ce dilemme. Peter doit-il abandonner définitivement Spider-Man pour avoir une vie normale, retrouver MJ et réussir ses études ? Ou doit-il accepter le sacrifice que représente le masque pour stopper la menace de Dr. Octopus ? Et tout ça nous mène à une course contre la montre absolument folle. Peter doit faire face à la dure réalité de son credo. L'héroïsme, ça coûte cher, très cher. Pour y arriver, il doit retrouver sa confiance, récupérer ses pouvoirs perdus et affronter ce nouveau Némésis terrifiant, tout en sauvant Mary Jane, encore une fois. Un antagoniste né de la tragédie. Ce qui frappe d'entrée chez Otto Octavius, c'est ce contraste énorme. Au début du film, Alfred Molina nous présente un type amusant, charmant et surtout plein d'espoir qui croit dur comme fer au projet pour l'humanité. C'est un mentor pour Peter, une figure paternelle presque idéale. L'élément clé, c'est que la bascule n'est pas un choix, mais une double tragédie qui le ravage complètement. D'abord, il y a la perte de sa femme, Rosie, lors de cette expérience ratée. C'est l'événement le plus dévastateur, l'échec personnel ultime. La mort de la personne qu'il aime brise le scientifique optimiste et le laisse anéanti par le chagrin et la culpabilité. Ensuite, c'est l'horreur de la fusion physique et mentale avec ses inventions. Il n'a pas décidé de devenir un criminel. Ses bras mécaniques, endommagés et désormais dotés d'une intelligence artificielle agressive, court-circuitent son esprit. Ce n'est plus Otto Octavius qui agit, mais l'entité maléfique du Dr. Octopus, une victime manipulée par sa propre technologie. C'est ce qui crée un choc si puissant. On voit un homme bon, un mentor plein d'espoir, brisé par la fatalité et contrôlé par sa propre ambition de devenir monstrueux. Il ne choisit pas le mal, il y est forcé par le drame. Le mythe de Frankenstein, version super-héros. On retrouve clairement le thème de la création qui échappe à son créateur. Otto Octavius est un scientifique brillant, mais son ambition devient démesurée. Il s'obstine à créer quelque chose qu'il ne parvient pas à maîtriser.
que ce soit son expérience, le soleil, ou les bras mécaniques qu'il a conçus. C'est la même dérive pour le docteur Frankenstein, l'homme qui veut dépasser les limites de la nature. Mais ce qui rend l'histoire d'Otto plus tordue, c'est que le rôle de la créature et du créateur s'inverse. Ce n'est pas seulement la création qui devient un monstre, c'est elle qui prend le contrôle psychologique de son père scientifique. Les bras influencent activement son esprit, le poussent à la folie et au mal. Il devient littéralement l'esclave de sa propre invention. La séquence de l'hôpital, c'est le moment clé où la créature prend vie et s'émancipe du docteur. C'est là que le réalisateur, d'ailleurs, Sam Raimi, lâche ses références de son style. Cette scène est un pur moment de cinéma d'horreur qui rappelle ses débuts cultes dans la saga Evil Dead. L'intensité est palpable. C'est violent, gore et viscéral. Raimi utilise une mise en scène horrifique pour filmer cette naissance des tentacules qui se réveillent. Les infirmiers massacrés, le sang, ça ne ressemble pas à une scène de super-héros classique. On assiste bien là à la transformation brutale d'un homme en monstre, cimentant définitivement son nouveau statut de Doc Ock. C'est un pur moment de cinéma. Le reflet de Peter Parker. Ce qui rend Otto Octavius si percutant comme antagoniste, c'est qu'il est fondamentalement une version ratée de Peter Parker. Il incarne tout ce que Peter craint de devenir. Les deux partagent d'abord un génie scientifique et une passion pour le progrès, ce qui leur donne le pouvoir de faire de grandes choses. Pour Peter, cette intelligence se canalise dans la responsabilité donnant naissance à Spider-Man. A l'inverse, le génie d'Otto est perverti par son chagrin et l'influence de la machine. Il devient le docteur Octopus, utilisant son immense intellect pour une ambition égoïste et dangereuse, incarnant ainsi le rejet total de cette responsabilité. Ensuite, ils sont tous deux confrontés à la difficulté de trouver un équilibre entre leur vie privée et leurs obligations. Alors que Peter galère constamment à jongler entre ses responsabilités de Spider-Man, ses études, son boulot et sa relation avec MJ, Otto, lui, sacrifie tout à son travail, y compris l'amour de sa femme. Sa chute est la démonstration tragique de l'échec de l'équilibre que Peter lutte désespérément de maintenir. Enfin, Otto est plus qu'un simple ennemi. Il est le scientifique que Peter admire profondément au début du film. Voir cette figure de mentor tomber si bas, se transformer en une créature monstrueuse et obsédée, provoque chez Peter une peur existentielle. Doc Ock devient la terrible mise en garde vivante, la preuve qu'il pourrait lui aussi devenir une victime de ses propres pouvoirs, ou que son ambition pourrait le dévorer à tout moment. Un exploit signé Alfred Molina. Franchement, cet arc narratif est une vraie réussite de l'histoire du cinéma de super-héros. On passe du scientifique noble au méchant tragique, qui finit par retrouver sa lucidité et se sacrifier. C'est un arc complet et émouvant. Et oui, Alfred Molina porte tout ça sur ses épaules. Il donne à Otto cette humanité essentielle. On ne hait pas le méchant. On est triste pour lui. Et c'est ça qui en fait un antagoniste si mémorable. C'est un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma et l'interprétation de Molina y est pour beaucoup. Le poids du masque. Spider-Man est adulé, mais Peter Parker galère à exister. C'est le dilemme classique du héros. Mais je trouve que Sam Raimi le rend super concret et très juste. La scène du pressing, par exemple, n'est absolument pas un simple gag selon moi. C'est une métaphore géniale que Raimi utilise pour nous dire que la vie de Spidey est en train de déteindre littéralement sur celle de Peter. Son costume de héros qui ne devait être qu'une tenue de travail est en réalité en train de salir et de compliquer tous les aspects de sa vie. Les responsabilités de Spider-Man, avec les retards, le stress et l'épuisement, sont en train de détruire la personne de Peter Parker. On voit parfaitement que ce chaos intérieur a un impact direct sur sa relation avec Mary Jane Watson. Peter l'aime passionnément, mais il est convaincu qu'il doit la protéger à tout prix en la gardant à distance, ce qui est une erreur qu'il paie cher.
Il repousse ainsi la personne qui pourrait justement le libérer de cette réflexion obsessionnelle. MJ est essentielle parce que je crois qu'elle est la seule à voir Peter pour qui il est vraiment, au-delà du masque, car elle représente la vie normale et le bonheur qu'il se refuse, mais aussi la motivation pure qui le pousse à agir. À la fin du film, je la considère comme la preuve ultime de ce lien. Quand il est démasqué en la sauvant, elle réalise enfin que le héros légendaire est en réalité son Peter depuis le début. En acceptant Peter, elle libère Spider-Man, elle voit l'homme sous le costume et son choix de l'accepter tel qu'il est permet à Peter de s'accepter lui-même. La reconnaissance de Peter ne vient pas uniquement de ses pouvoirs ni de son costume, mais de son lien avec les gens. La scène du train en est un moment absolument magistral et en est un excellent exemple. Après un combat exténuant, Spider-Man est au bout et se retrouve démasqué face aux passagers. C'est à cet instant que le peuple prend le relais du héros. Il le protège de Dr Octopus, le porte et lui montre leur soutien inconditionnel. Il ne voit plus juste Spider-Man, mais un gamin épuisé et vulnérable. Et il décide de le soutenir, qu'il soit Peter ou Spidey. C'est le moment où Peter comprend que le héros et l'homme sont indissociables. L'importance du masque est également soulignée par sa relation avec Harry Osborn. Lorsque Peter se retrouve démasqué face à Harry, il doit faire face aux terribles accusations de son meilleur ami concernant la mort de son père. C'est une épreuve émotionnelle terrible. D'ailleurs, c'est démasqué qu'il demande l'aide de Harry pour sauver MJ. En enlevant son masque devant son ami, il met toute sa vulnérabilité et sa confiance sur la table, forçant Harry à voir l'homme qui se cache derrière le symbole. Le masque n'a jamais eu autant d'importance symbolique. Il est à la fois ce qui isole Peter de sa vie, mais aussi ce qui, une fois retiré ou percé, permet aux autres de voir enfin le cœur pur du héros. Ce film montre que l'importance n'est pas tant de porter le masque, mais de savoir qui on est sans lui. L'heure est venue pour moi de mobiliser ma propre équipe de choc, les fameux copains de la Horde Sauvage. Je sais, ce ne sont pas les Avengers, mais en termes de force de frappe argumentaire et de passion cinéphile, je peux t'assurer qu'on n'est pas loin du compte. Comme la dernière fois, je vais leur poser des questions sur Spider-Man 2 qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Ça garantit que leurs réponses seront spontanées, franches et, je l'espère, pleines d'étincelles. Allez, c'est parti pour cette session de questions-réponses improvisées. Donc j'ai été rejoint par tous les membres de la Horde Sauvage, dans l'ordre David. Salut David. Salut Mika. Ensuite nous avons Quentin. Yo. Yo. Et le dernier mais non le moindre, comme d'habitude, Bertrand. Bonsoir. Voilà, alors la question messieurs, et je le signale aux téléspectateurs, non plutôt aux auditeurs. C'est les auditeurs. Là, aux auditeurs ou aux téléspectateurs, on ne sait pas. Oui, c'est des gens qui ont envie de regarder un écran fixe. Ils peuvent être téléspectateurs voilà. tout en étant auditeurs. Exactement. Tu ne sais pas quoi répondre. Hein. Je tiens à spécifier que les trois membres qui m'accompagnent ne connaissent pas les questions à l'avance. Ni les réponses. Si on ne connaît pas les réponses, c'est vite fait. Oh bon, on connaît rien de toute façon. On n'a pas vu le film. Ça. Et la première question, c'est pourquoi le personnage de Dr Octopus est-il si réussi ? Bertrand, tu veux commencer ? Alors, j'y vois une raison pratique. C'est parce que l'acteur est bon. Oui. Parce que ce qu'on lui donne à jouer est bon, est bien écrit. Et puis il y a ce qu'on a envie de voir de ce personnage et ce dont on est témoin. Il y a cette transformation. On a quelqu'un qui est bien plus humain que ne pouvait l'être le personnage d'Osborn dans le premier, par exemple. Quelqu'un qui a une visée positive de ce qu'il fait. Quelqu'un qui met une sécurité sur l'arnachement qu'il utilise pour faire autre chose. Parce qu'en fait, ce qui devient ses tentacules n'est qu'un outil à la base. C'est un outil et qui doit lui permettre justement d'approcher le truc de fusion, j'ai pas. Ouais, qui lui normalement devrait servir à faire de l'énergie illimitée, voilà. Donc vraiment pour le bien commun. Voilà. Vraiment pour le bien commun. On a toute cette présentation avec son épouse en plus, qui est quelqu'un d'attachant. Ils ont une relation qui est un petit peu rigolote, comme ça. Mm-hmm. Et
la transformation, c'est quelque chose de tellement implacable que ça ne peut devenir le contraire, la némésis complète de cette image positive qui nous est proposée. On a quelqu'un qui n'a plus d'autre motivation que le fait d'être payé pour ce qu'on lui demande, qui n'a plus de vision, qui se laisse finalement utiliser. Va me chercher Spider-Man, ok j'y vais. Et puis il y a l'efficacité dont il fait preuve aussi. Du coup, voilà, c'est. Alors tout ça, oui, pour moi, ça fait un méchant super réussi, oui. Quentin ? Oui, moi je dirais que c'est parce que... Bon, déjà, j'adhère totalement à tout ce que tu viens de dire, déjà évidemment. Je dirais que c'est parce que on le comprend du coup. Parce qu'on nous l'a présenté comme un personnage qui n'a rien de négatif, quoi. Effectivement, tu disais, bonne vision, vision des choses plutôt positive. En plus, c'est un modèle pour Peter. On le rencontre avec Peter, donc avec le héros. Donc on a d'abord cette vision-là. Donc on comprend aussi pourquoi le personnage de Peter et donc de Spider-Man a une réticence à aller genre l'attaquer, voire même le tuer, enfin voilà quoi. Il y a eu un affrontement entre les deux, un peu comme dans le premier film où on avait aussi, même si les traitements sont quand même un peu différents, mais on avait quand même aussi ce rapport. Spider-Man, il a un rapport avec l'antagoniste. Ils se connaissent déjà, il y a quelque chose. Donc ouais, pour Octopus, il y a ça, il y a aussi un truc presque pratique, comme tu disais, avec l'acteur qui est bon, c'est que genre, il est trop stylé. Il est trop stylé. Quand ils se battent sur les murs et tout, là, dans l'immeuble, là, les séquences sont cool, donc on apprécie un méchant qui est cool à voir à l'écran, enfin voilà, quoi, genre les scènes d'action sont impressionnantes, lui, il fonctionne, il est une menace. Il a une espèce de flegme quand il turn vraiment méchant, presque un peu humoristique, il fait des blagues par-ci par-là, il a d'un coup une méchanceté, on comprend pourquoi il vire comme ça, il a perdu sa femme, il a perdu sa motivation, comme tu disais Bertrand, donc on arrive à s'y attacher, et donc on ne pardonne pas, après c'est pas une question de jugement moral et tout, juste ce que nous raconte le film, on y croit. On croit au fait que ce personnage est devenu ce qu'il est devenu, et même le revirement de situation finale est du coup logique dans un sens. Ce sacrifice fonctionne. Enfin non, il y a vraiment un truc qui... Oui, il y a une certaine inconscience du personnage qui effectivement est possédé par ses tentacules. Mais cette inconscience du personnage qui est toujours gentil et sympathique... d'aller se mettre au milieu de la flotte, comme si le seul moyen c'est de me foutre à la flotte et de me noyer et que plus personne entende parler de moi. Et t'as tout ce côté-là aussi. Et c'est à ce moment-là où les tentacules reprennent possession de son esprit et le dirigent vers d'autres objectifs, mais à la fin ça prend tout son sens. Ouais, moi, il y a pas mal de raisons. Moi, je suis assez convaincu que c'est le meilleur méchant de la trilogie. Oui. À plus d'un titre. Alors vous en avez mentionné certains aspects. Moi, il y a déjà un truc qu'il faut quand même noter, c'est que la vraie naissance d'Octopus se fait à l'hôpital, on le croit mort, et la naissance d'Octopus se fait lors d'une séquence digne du Sam Raimi de ses premiers films, c'est-à-dire un peu horrifique. On n'est pas loin de Evil Dead et compagnie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a même une rapide, oui. c'est quand même. Il y a une tronçonneuse qui traîne. Il y a une tronçonneuse, il y a les bruits qui vont bien. Enfin, l'imagerie rappelle quand même bien Evil Dead, la trilogie Evil Dead. La mise en scène et puis les tentacules. Je me demande, je me pose la question. Ça fait plusieurs fois que je vois le film. Je l'ai vu un paquet de fois depuis qu'il est sorti. Ça fait plusieurs fois que je me pose la question. Je me demande si Raimi n'a pas exagéré la longueur des tentacules dans la scène d'hôpital, parce que les espèces de draps les draps qui recouvrent chacun des tentacules, ils sont gigantesques. Ouais. Gigantesques. Et il est vraiment impressionnant. On se dit, mais putain, il n'y a pas de fin à ces tentacules. Donc, son acte de naissance se fait lors d'une séquence absolument spectaculaire et limite horrifique. Il y a 2-3 passages comme ça dans la trilogie de Raimi. On peut penser dans le premier film aux scènes où Dafoe se parle à lui-même dans les miroirs, où il est absolument tétanisant. Et ben là, c'est pas Alfred Molina qui joue donc le rôle qui se parle à lui-même. Non, c'est sa naissance à l'hôpital. Et puis alors, il y a un truc qui découle de ce que je viens de dire d'ailleurs. C'est que, tu l'as un peu souligné, je crois, Quentin, en parlant des attaques avec lui, etc. Mais c'est que
visuellement, il est extrêmement impressionnant. Ouais. C'est-à-dire que bon, le bouffon, il faisait son effet sur le bouffon vert, sur son planeur, machin, c'était très bien, on l'entendait ricaner au loin quand il arrivait entre les buildings, etc. Mais punaise, quand on entend le baum sur les parois du building là où ils vont s'affronter avec Spider-Man, je crois que c'est la première fois où ils s'affrontent et où il y a Tante May prise entre les deux, je crois, ça doit être cette séquence-là. Quand on commence à avoir les vibrations sur les murs de cet immeuble, on se dit oh là là là, qu'est-ce qui est en train de se passer, enfin, ça a un côté extrêmement impressionnant, et quand il est là, quand il est à l'écran, waouh, il en jette, quoi. Il se déplace même, c'est les tentacules qui le déplacent. Il y a le corps de Molina en lévitation au milieu des tentacules qui avancent sur le bitume, sur le face. Ouais, ça va un peu de pair avec ce que je disais sur le côté un peu nonchalant du personnage. C'est ça. Que ce soit dans sa façon de parler ou sa façon de se déplacer, quoi. Voilà. C'est vraiment les tentacules qui ont pris le dessus. Voilà. Et ça, je trouve que ça c'est ce qui fait. Enfin, c'est l'une des raisons qui fait que ce méchant est très réussi. Non, j'avais pas forcément d'autres trucs à dire. Et puis alors, il y a effectivement la fin, alors je sais plus lequel de vous deux les copains l'avait mentionné, mais oui, il y a une espèce de revirement final à la fin du film. Le personnage n'est jamais complètement parti du mauvais côté, ce qui n'est pas le cas de Osborn dans le premier film. Le personnage de Molina est plus subtil à ce niveau-là. Je sais pas comment il était dans les comics, comment il a été traité dans les comics, dans les différents arcs, parce que j'imagine qu'il a été traité dans plusieurs runs. Ah bah, il existe depuis les années 50. C'est ça, donc on peut imaginer qu'Octopus a été usé et archi-usé par des arcs narratifs différents. Bah déjà, je me permets, mais je pense que de base, il n'y a pas ce côté de dualité entre ces tentacules. Oui, c'est vraiment un personnage méchant. Je crois. En tout cas, il fait vraiment très vilain dans le comics, dans ses premières apparitions. C'est ce personnage avec cette coupe un peu au bol, lunettes, voilà. Ouais. Il a rien de sympathique, le personnage, dans son graphisme. D'ailleurs, Alfred Molina, tel que montré dans le film de Sam Raimi, est assez éloigné de cette image qu'on a d'un Octopus qui fait vraiment super vilain. À la fois éloigné et à la fois très proche. Ah bah sûrement, après, voilà, c'est éloigné si tu veux esthétiquement. Après, dans l'esprit, je sais pas. Donc voilà, moi, malgré les visionnages, etc., ça, je crois que j'en démordrai jamais. Et même si j'aime beaucoup dans le premier Willem Dafoe, pour moi, effectivement, c'est le méchant le plus impressionnant, le plus réussi. Hein, c'était ta question initiale. C'est le méchant le plus réussi de la trilogie de Sam Raimi. Ouais. Et si on devait juste terminer par un petit truc, si on devait faire des tops, que ce soit dans tous les films de super-héros, non mais sans aller trop loin, mais en vrai, il fait partie des figures de méchants. Ouais. Justement, Quentin, tu fais bien de souligner ça. Puisque la prochaine question, je vais te la poser à toi d'abord, puis ensuite les collègues répondront. Pourquoi Spider-Man 2 est considéré par beaucoup comme le film de super-héros ultime? Alors oui, Quentin, je sais qu'il y a Les Indestructibles, mais là on parle de Spider-Man 2. Alors dis-nous pourquoi il a une telle place, une telle aura dans le panorama super-héroïque à Hollywood. Ah bah écoute, c'est parfait, j'ai vraiment la réponse au tac de cette question tout à fait simple. Alors déjà, je tiens à signaler que j'aime bien les Indestructibles, mais c'est pas parce que j'aime le cinéma d'animation que forcément c'est mon film de super-héros préféré. Non, c'était pour la blague. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est le lore de la chaîne La Horde Sauvage. Ouais, voilà. Nous aussi, on a un cinématique universe étendu. Non, mais c'est vrai que si tu veux me demander, je sais pas, les 10 meilleurs films de super-héros de tous les temps, Spider-Man 2, je le mettrai rapidement dans la liste et j'aurais du mal à le virer, il restera certainement dedans. Est-ce que c'est le film de super-héros ultime ? Dans un sens, oui et non, parce que je vais éviter d'aller trop dans un détail, surtout que là, du coup, j'ai pas travaillé, donc ça sort comme ça. Mais ça, c'est un peu comme dire le western ultime, il y a plein de traitements différents. Pour moi, Spider-Man 2, dans sa forme, dans son style de comment traiter un personnage de super-héros, c'est effectivement un peu un aboutissement, ou en tout cas un maître étalon de comment traiter un personnage de super-héros, mais tout comme peut l'être The Dark Knight ou Logan ou d'autres films comme ça, parce que le traitement est totalement différent. Mais en tout cas, dans le côté un peu hommage assez proche du comics, parce qu'on a quand même ce côté un peu traitement un peu l'ancienne. J'aime bien dans les Spider-Man des années 2000 de ceux de Raimi, il y a un esthétique qui fait pas très années 2000. Il y a un côté un peu années 90.
Il y a un côté un peu old school. De toute façon, Rémi, c'est un mec qui a lu Spider-Man dans les années 70, je pense, et justement, il le fait ressentir justement avec le choix de ses vilains. Puis Rémi a tourné pas mal dans les années 80-90. Hein. Ouais. Il a tourné l'essentiel de sa filmographie dans les années 80-90. Faut pas l'oublier. Hein, donc, Mais c'est vraiment du cinéma de super-héros iconique du début des années 2000. C'est coloré, c'est pas sobre comme les films de Nolan, même s'ils sont très bien, hein, voilà, mais c'est un traitement qui est différent. Là, c'est pareil dans le premier Spider-Man, le bouffon vert, il a un design qui est très marqué. On sent le costume, quoi. Le costume, il est là, et c'est pareil dans le 2, même si la différence, il y a quand même un aboutissement un peu plus marqué, quoi. Mais il y a une espèce d'aboutissement là-dedans. On a des traitements de personnages qui sont extrêmement simples et classiques, qui sont vraiment... c'est vrai que quand quelqu'un voit le film aujourd'hui après avoir vu tous les films de super-héros qui ont pu être faits depuis et qui rattraperait par exemple Spider-Man 2, peut-être qu'il y verrait pas forcément un film d'un temps d'aboutissement que ça, mais j'ai l'impression que ce film a déjà raconté ce que beaucoup d'autres films vont raconter plus tard, avant quoi. Le super-héros qui doute de ses pouvoirs, le méchant qui se rapproche du héros, la dualité qu'il y a dans ce genre de choses-là, les scènes d'action iconiques, la scène du train est quand même restée, enfin la scène du métro on va dire plutôt, est quand même un modèle dans le genre d'iconisation du personnage. Il y a tellement de choses comme ça, ouais, dans les films des années 2000, qui a été une période d'âge d'or du cinéma de super-héros, parce qu'avant il y en avait, mais c'était moins présent, et il y avait quelques exceptions par-ci par-là, les Batman par exemple, qui dans les années 90, mais qui étaient vraiment de l'essor de Burton, mais sinon il n'y a pas eu trop de petits faits par les films de Burton, parce que c'est tellement des films de Burton, que voilà, alors qu'au début des années 2000, on a eu des cinéastes qui ont fait des films de super-héros, qui étaient plus accessibles que le cinéma de Burton, qui avait un côté plus grand public, mais tout en étant extrêmement travaillé, écrit, etc. Les X-Men et les Spider-Man en tête de liste, et c'est eux qui ont amené toute la suite. Donc, un des plus importants, un des plus iconiques, parce que sans lui, il n'y aurait pas tout ce qui s'est fait après. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête, en plus c'est une suite, et le cinéma de super-héros est connu pour être, on en voit avec le MCU et ses 40 films, oui, quand il y a un film, il y en a d'autres après, donc on a d'autres choses à raconter, et là Spider-Man 2 c'est vraiment un exemple parfait de prendre la base de ce qu'il y avait dans le premier et faire la suite. Si t'as pas vu le premier, tu rates plein de choses du 2, il y a quand même des éléments dans le 2 qui viennent du premier, donc faut l'avoir vu, donc c'est pareil, ce concept de suite qui fonctionne, donc tout ça fait que Spider-Man 2 est un peu un écrin de comment traiter un personnage de super-héros en plus dans une suite. Voilà, j'ai certainement d'autres idées qui me viendraient, mais je vais laisser la parole aux autres. Voilà, et si jamais ça te revient... Bertrand, tu veux enchaîner ou... Ça va être extrêmement rapide, parce que j'ai pas vu beaucoup de films de super-héros. L'immense majorité du MCU, je suis passé à côté. Ce qui s'est fait à partir de Iron Man et tout ça, j'ai pas vu du tout. Le premier film du MCU. Voilà, j'ai absolument pas vu. Donc je peux pas dire quel est l'apport de la trilogie, parce qu'on peut on peut mettre ça en globalité dans la trilogie de Sam Raimi. Mais spécifiquement le 2, puisque c'est de lui qu'on parle, je dirais que, à défaut de voir quel est son impact sur... quelle serait sa place dans un top sur les films de super-héros, je dirais qu'avant toute chose, c'est juste un bon film, quoi. Oui. C'est juste un bon film bien foutu, qui raconte un truc qui, au-delà de est-ce que ça t'intéresse ou pas, de toute façon, on va faire en sorte que ça t'intéresse, parce que c'est des gens dont c'est le métier d'intéresser les gens. Voilà, à partir de ce moment-là, moi je dis que le contrat il est rempli. Pour moi, c'est un bon film, c'est juste un bon film. Voilà. C'est juste un très très bon film. Que ça, il aurait pu me raconter n'importe quoi d'autre que ça, pour moi, avec les mêmes ingrédients, ça marchait. Alors, j'ai peut-être des petites choses supplémentaires à apporter, moi. Alors, le film de super-héros ultime, alors pour moi, c'est pas forcément Spider-Man 2, même si je le place très haut, je pense, si je faisais un top de film de super-héros. Sachant qu'autour de cette table, je ne suis quand même pas le plus... le plus à même, non, pas de faire des tops, mais de faire un top de films de super-héros. Parce que les super-héros, enfin,
Globalement, ce qui est sorti depuis un peu plus de 10 ans, j'en ai pas grand-chose à carrer. Il y en a eu quelques-uns de bien. Moi, je suis allé un petit peu plus loin que Bertrand. J'ai vu le cycle du MCU 2008, Iron Man jusqu'à Endgame et son film miroir, là. Enfin, l'autre. Infinity War Endgame. Infinity War Endgame, voilà. 2 films qui racontent l'inverse l'un de l'autre. Enfin, bref. Donc, et qui prennent 3 heures chacun pour le faire. Donc, moi, mon film ultime de super-héros, il est dans les années 90, je pense. Mais ça, c'est un autre débat. Tu as le droit de le citer. Je sais que j'ai le droit de le citer, mais si j'ai envie de faire du suspense, non, mais je vais le dire, parce qu'après les gens ils vont envoyer des commentaires. Ouais, c'est pas normal, on écoute un podcast, on n'a pas les réponses aux questions. Non, moi, ce serait Batman le défi. Batman Returns de Burton. Je crois que c'est une espèce de. Mais il ressemble tellement à rien d'autre. C'est difficile de le comparer à Spider-Man 2 que j'aime énormément, parce que les deux films n'ont rien à voir. Voilà, moi c'est Batman Returns, il y a une espèce de truc. Alors là, en termes d'alignement d'étoiles, ça s'est pas arrivé des millions de fois dans l'histoire du cinéma à ce niveau-là. Pour un film dans ce genre-là. Voilà, il s'est passé un truc en 92. Voilà. Bref, parenthèse refermée sur celui-là. Moi, je pense que je vais parler de Sam Raimi. Je pense qu'il n'est pas étranger au fait qu'on dise le film de super-héros ultime, c'est Spider-Man 2. Bah ouais, mais Sam Raimi, en fait, il y a quand même un truc qui est assez frappant avec ce type-là. C'est un mec que je défends énormément, parce qu'il a réalisé une quinzaine de films au moment où on parle, et c'est un gars qui a touché à quelques genres. Il fait énormément de cinéma de genre, mais il a fait du western, il a fait du film fantastique, il a fait du film de super-héros, il a fait du polar, il a fait de l'horrifique pur. Un des maîtres étalons du film d'horreur de ces 50 dernières années, c'est quand même Evil Dead. Evil Dead, c'est qui ? C'est Sam Raimi, point barre. Donc, moi, ce type-là, je trouve que tout ce qu'il a touché en termes de cinéma de genre, il a fait des choses extrêmement accessibles, extrêmement universelles. Et ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça, c'est là où je voulais en venir d'ailleurs. Moi je trouve qu'il y a un côté, il arrive à faire rentrer, je pense, une grande partie du public dans ses films. Alors il a eu des échecs, il a eu des réussites, voilà, les Spider-Man ont bien marché, hein. Même le 3. Ouais, carrément. Le 3 c'est le plus gros succès. Hein. Ah, c'est le 3 qui a le mieux marché. Bien sûr. Tu vois, alors que les gens étaient là genre, c'est moins bien. Voilà. Mais ils y sont quand même allés. Et ils y sont quand même allés. Bon, et alors Sam Raimi, moi je voudrais quand même mentionner, je pense qu'il n'est pas étranger au fait qu'on dise Spider-Man 2 c'est peut-être le maître étalon du genre. Ben ouais, mais on a un vrai cinéaste, une vraie personnalité. Je pense qu'on lui foutait, Mika tu m'arrêtes si je me trompe, ou même Quentin, on lui foutait encore relativement la paix sur Spider-Man 2, ce qui a été un peu à partir du 3 qu'on lui a tiré dans les pattes. Voilà, bon ça c'est pareil, ça je pense contribuer. Enfin, du moins c'est à partir du 3 qu'il a commencé à ne plus être d'accord avec les producteurs. Voilà. C'est parce qu'en fait c'était un vrai idylle pour le Spider-Man 1 et 2 avec les producteurs. Bon, il y a eu des choix à faire comme avec toute production, mais ils étaient assez d'accord. Et pour le succès du 1 a engendré une carte qui n'était pas blanche, mais qui était quand même vachement blanche pour faire ce qu'il avait à faire. Ouais. Et ensuite, au Spider-Man 3, on lui a chiqué dans les bottes, comme on dit. Voilà. C'est marrant, mais j'ai l'impression que le scénario s'est répété 3 fois dans la décennie avec X-Men, Spider-Man et Hellboy. On a le premier qui sachant que Hellboy c'est même pas fait, le 3 pour le coup. Oui, voilà, t'as un premier film où un réal le fait, il a sa patte, il a un budget, il y a des moyens, etc. Ça marche bien. Le deuxième, c'est encore plus abouti. Personnellement, je préfère à chaque fois le 2. Voilà, à chaque fois le 2 est encore plus abouti. Hellboy 2 est extraordinaire. Voilà. J'aime bien le premier, mais le deuxième, il explose tout. X-Men 2, même chose. Spider-Man 2, pareil. Et le 3, à chaque fois, soit on le vire le gars de base, on Singer pour X-Men. Raimi est resté pour le 3, mais on lui tire dans les pattes et c'est compliqué. Et le 3, Hellboy. Mais on s'éloigne du sujet. Voilà. Mais c'était bien de le mentionner. La réponse reste l'argent, Quentin, à cause de l'argent. Oui, mais c'est voilà. Et il faut vendre des jouets parce que c'est du super-héros. Mais ce qui est rageant, c'est ces 2 premiers ont très bien fonctionné. Et je finis donc avec Sam Raimi. Moi, je pense que les gens qui me connaissent vont dire t'es pas complètement objectif. On parle d'un film d'un réalisateur que t'aimes beaucoup. Ouais, mais moi, je crois que ça tient en partie à lui. C'est pas que, je l'ai dit tout à l'heure, que pour le premier film, il y avait eu un alignement d'étoiles, un alignement de compétences artistiques et techniques parfait. Et et Raimi contribue complètement à ça. Et on a un vrai réalisateur avec une vraie vision, avec une vraie mise en scène. Il se passe quelque chose. Et voilà, il a contribué à ça. Et puis alors, le reste, Bertrand et Quentin ont bien déblayé le terrain, mais le fait est qu'il y a un méchant très réussi, on l'a dit avec ta première question. Je trouve que ça va un peu plus loin dans les scènes d'action, c'est un peu plus spectaculaire. Moi, la scène du métro, je crois qu'elle enterre toutes les autres scènes d'action de la trilogie.
Hein, on est d'accord. Puis même la conclusion, qui n'est pas sans la scène d'action, la conclusion est magnifique. La conclusion, voilà. Moi, ce deuxième film, il est dans son registre assez parfait. Si je devais mentionner un tout petit bémol, ce serait le début de cette répétition un peu systématique de la relation Mary Jane Peter, je t'aime moi non plus, il y en a un qui fait un pas vers l'autre recule d'un pas, puis finalement l'autre revient, donc, et bon, puis ça se poursuit dans le 3, de façon encore plus maladroite. C'est le tout petit bémol que j'aurais sur le film. Mais Spider-Man 2, oui, dans le corpus super-héroïque au cinéma du 20e siècle, du 21e siècle, donc depuis 2000, oui, c'est peut-être pas loin d'être mon film de super-héros préféré. Là, je me suis pas posé la question, comme tes questions ne les connaissaient pas en avance, voilà. Mais si je m'amuse à balayer tous ceux que j'ai vus, et je parle pas que du MCU, hein, parce qu'il y en a quand même eu un paquet d'autres, sachant que moi je suis plus team Batman que MCU dans l'absolu. Mais ouais, peut-être que Spider-Man 2, c'est peut-être le meilleur film de super-héros du 21e siècle pour l'instant. Et sera-t-il détrôné? Et si oui, par quoi? Par qui? Je ne sais pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu, complété ce qu'avaient dit les copains et répondu à ta question. Eh ben, on peut clôturer cette partie collective. Voilà, c'est la fin de ce podcast passionné sur l'incroyable Spider-Man 2. J'espère sincèrement que l'émission vous a plu et que cette plongée dans les dilemmes de Peter Parker et la tragédie du Dr Octopus a été à la hauteur de vos attentes. Dans le numéro suivant, on se retrouvera pour le 3e et dernier film Spider-Man de Sam Raimi. Préparez-vous à aborder la conclusion de cette trilogie culte avec ses hauts, ses bas et ses mouvements de danse pour être sûr de ne rien rater, ni ce prochain rendez-vous, ni toutes les autres émissions que je co-anime avec mes copains de la Horde Sauvage. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le nous, partagez-la, mettez un gros j'aime et surtout venez échanger avec nous en commentaire. Donnez votre avis, votre analyse et vos souvenirs favoris. Nous serons ravis de vous lire et d'échanger. À très vite pour de nouvelles aventures super-héroïques. Bisous.